Bonsoir à tous. Ce soir, je vais vous présenter Glim. Encore un nouveau langage avec un point d'interrogation et un point d'exclamation, parce qu'on pourrait se dire encore un. Et en même temps, est-ce que ce nouveau langage est-il nécessaire ou est-il simplement encore une facétie d'un créateur ou d'un développeur qui a voulu se faire remarquer? Donc, on va faire un petit peu d'histoire. On va commencer par revenir un peu aux bases d'Erlang, base de Glim. C'est Erlang, donc c'est un langage qui a été conçu dans les labos d'Ericsson. C'est un langage qui a été orienté vers les télécoms, qui a été les premières étapes de création, on va dire ça comme ça, parce que c'était quand même la recherche appliquée à l'époque, ont été recensés en 1986. Et dont l'interpréteur était originalement écrit en prologue, d'où vient toute l'inspiration de la syntaxe d'Erlang. Donc, il faut savoir que de 86 à 1998, l'année de la Coupe du Monde, les champions du monde, euh, ce langage est resté propriétaire et fermé. C'est en 1998 qu'il passe à l'open source. C'est pas toujours. La plupart des librairies de code sont regroupées sous le nom de l'OTP, c'est-à-dire l'Open Telecom Platform, et ça inclut, moi ça incluait au moins en 98, l'interpréteur, la machine virtuelle, les codes, tous les input-output et tout un tas de librairies usuelles. Donc, pour revenir à la création, Erlang, ça a été créé principalement par Joe Leslie Armstrong, qui est le créateur du langage, qui a écrit le compiler et qui nous a malheureusement quittés en 2019. Donc, à 60 et quelques années, donc c'est assez regrettable, parce que ses travaux, notamment et principalement sur Erlang, lui ont valu, une fois celui-ci public et open source, de décrocher en fait un doctorat pour ses travaux justement sur la gestion de la concurrence par Erlang, notamment. Robert Virding, qui est arrivé un tout petit peu après sur le projet, lui, il a écrit toutes les entrées-sorties, les systèmes I/O sur le programme Erlang. C'est quand même pas une mince affaire pour un programme original, enfin pour un langage de programmation originalement orienté entièrement vers les télécoms. Et Mike Williams, a écrit la première machine virtuelle. Celle-ci, tout d'abord, c'était vraiment de manière à encadrer les erreurs et le remplacement du code à chaud. Donc, on le verra. Il y a eu plusieurs machines virtuelles pour Erlang et justement, c'est un peu le cœur d'Erlang et le cœur de ses principales propriétés et de ses avantages qui viennent de sa machine virtuelle, autrement appelée la BIM. Alors, la BIM n'a rien à voir avec le basket. C'est donc la BIM, c'est pour donc Bogdan Erlang Abstract Machine. Pourquoi Abstract Machine? Parce que on est vraiment au début des concepts de machines virtuelles. Donc on n'appelait même pas ça à l'époque des machines virtuelles. On devait plutôt appeler ça une couche d'abstraction, donc une couche d'abstraction sous forme de machine d'exécution. Donc au départ, il faut savoir que les premiers interpréteurs, comme je l'ai dit, ont été écrits en prologue par Joe Armstrong, qui a ensuite, pour des raisons de vitesse, écrit la JAM, rien à voir avec la confiture, mais plutôt pour la Joe Abstract Machine, qui était la première, en réalité, Abstract Machine appliquée à Erlang. Celle-ci était écrite en C, enfin tout d'abord, utiliser l'interpréteur Prolog, puis ensuite l'interpréteur en Erlang, c'était un poil plus rapide, mais ça ne le faisait pas encore. Et donc pour un peu comme remplir en fait les conditions du cahier des charges, il a fallu monter en vitesse, et donc la JAM a ensuite été transpilée en Erlang en 1989, en C en 1989 et en Erlang en 1988. Désolé, je reprends mes notes parce que j'avais un petit trou de mémoire.
Ensuite, c'est ensuite qu'il y a eu, aux alentours des années 90, fin début des années 90, les premières BIM. Les premières BIM, et dont la première officiellement utilisée, donc officiellement en release, a été la BIM codée en C, essentiellement en C. Et ensuite, on a vu toute une série d'optimisations successives en Erlang. En gros, c'était des implémentations de traitement du langage Erlang pour accélérer l'orchestration, comme on va le voir plus tard, et la supervision des process dans la BIM. Donc, pour ceux qui voudraient approfondir ce concept, je leur conseille de regarder, de se renseigner sur l'histoire de la BIM, et notamment sur les concepts d'Erlang kernel et de Core Erlang, qui sont des sous-étapes, en gros, de compilation avant d'arriver en C, qui servent, plutôt des sur-étapes qui servent en fait à gérer la compilation et surtout l'orchestration des process directement en Erlang. Donc, comment fonctionne la BIM? Alors, la BIM est basée sur un paradigme principal qui est le paradigme d'acteur ou l'actor pattern, qui divise donc les threads les exécutions en threads, donc qui prend en charge la distribution des threads de manière native et qui les attribue à des workers. Donc ces threads, ou plutôt ces process, ont les propriétés suivantes, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas d'état partagé, ils ont chacun leur état, mais il n'est pas partagé entre eux. Ils sont en général légers, ils fonctionnent de manière asynchrone et ils communiquent entre eux et notamment avec leur superviseur par des messages. Et ils ont donc des boîtes aux lettres intégrées qui envoient et reçoivent des messages. Et tout ceci, la prise en charge des messages est gérée par pattern matching. Donc, la tolérance aux erreurs est conférée par ce système et notamment la philosophie d'implémentation d'Erlang qui est la philosophie du let it crash. C'est-à-dire que quand un programme crash, en gros, le worker qui le prend en charge passe à l'état mort, il envoie un message dans la mailbox du superviseur en disant « Je suis mort, je suis I'm dead ». Et le superviseur instancie un nouveau worker qui va prendre en charge ce process qui est mort. Et ce nouveau worker, à finir son instantation, va redevenir en gros le worker principal, le worker 2 principal du process 2. Donc c'est ce système qui lui permet en fait à la machine d'être, comme j'ai dit, tolérante aux erreurs et donc de ne pas s'arrêter si un programme crash ou si une exécution crash. Ça lui permet aussi, selon à peu près le même principe de fonctionnement, de pouvoir gérer la mise à jour du code à chaud, qui était une des priorités du cahier des charges d'Erlang. Et donc, cette mise à jour est gérée un peu selon le même principe, sauf qu'on ne laisse pas les process mourir, on les laisse finir leur exécution avec l'ancien code, alors que le nouveau est mis à jour. Le superviseur n'instanciera donc que des nouveaux process avec le nouveau code. Et donc, petit à petit, les nouveaux process remplacent les anciens qui tournaient avec l'ancien code. Et comme ça, la mise à jour du code se fait sans arrêt de service. Il y a aussi, donc, qui en fait est permise et a été implémentée donc, dans la BIM, permise par le pattern acteur, mais aussi l'implémentation de la BIM, c'est la distribution du système et l'extensibilité des applications qui est quasiment native en Erlang. En gros, la BIM possède en plus des superviseurs de process, un orchestrateur qui est capable de les distribuer par le même système de messages et de mailbox, de les distribuer en fonction des notes d'exécution de la BIM sur une même machine, comme pour l'ordinateur 1, mais aussi sur des machines différentes, comme pour l'ordinateur 2 jusqu'à l'ordinateur N. Et c'est très intéressant parce que de manière native,
les process peuvent communiquer d'une BIM à l'autre, et donc par rapport avec les orchestrateurs d'une BIM à l'autre, pour être instanciés et fonctionner ensemble sur plusieurs machines, sans avoir une couche de code, une couche d'abstraction d'input à output en plus. De plus, ces process ont une couche, sont exécutés, dans des fenêtres d'exécution. Donc, l'orchestrateur attribue un certain nombre de fonctions, d'appels de fonctions à chacun de ces process, dans lequel il doit, en gros, exécuter sa tâche. S'il n'a pas pu exécuter sa tâche dans ce laps d'appel de fonctions, l'orchestrateur suspend le process et en lance un autre, qui fera une autre tâche. Et une fois que cet autre process, suivant la priorité donnée au process, aux différents process, les process qui seront en attente, qui auront commencé leur pool d'exécution, pourront reprendre un autre pool d'exécution. Et ce qui permet la grande réactivité de la BIM, et notamment dans la grande réactivité d'Erlang et la gestion, en gros, d'énormément de requêtes par Erlang. C'est bien sûr permis donc, par cette organisation d'orchestration de la BIM. Et il faut savoir qu'une dernière optimisation a été importée à ce process, c'est-à-dire que tous les opérations qui concernent donc, les entrées et sorties ont leur propre pool de process séparés. Ce qui fait que les entrées et sorties de la BIM, à chaque fois qu'elle doit gérer un input ou un output, elle sépare l'exécution de ces inputs et de ces outputs pour ne pas encombrer l'exécution des process métiers pris en charge par l'exécution du code Erlang. Donc ça rend ces applications en général très, très facilement distribuables, mais en plus très difficilement saturables en termes d'exécution. Donc en gros, pour résumer, Erlang, c'est fiable, c'est tolérant aux erreurs, ça gère nativement les systèmes distribués et la mise à jour à chaud, mais Erlang, ça ressemble à ça, quoi. C'est une syntaxe qui est principalement inspirée du Prolog et je dois avouer qu'après mes années de Java et de Python, j'ai du mal, quoi. Je sais pas vous, mais moi, j'ai du mal. Donc, il y a un autre développeur qui, comme moi, avait un peu a eu la même impression que moi quand il s'est mis à Erlang et il s'est dit je vais développer Elixir. Donc une histoire de pierre précieuse, le petit jeu de mots, parce que ce développeur, c'est José Valim ou José Valim parce qu'il est brésilien, donc je pense qu'on dit José en brésilien, en portugais. Il a développé Elixir. Et pourquoi une histoire de pierre précieuse? C'est parce qu'Elixir, parce que plutôt José Valim, à la base, c'est un développeur Ruby, principalement Ruby, et il a fait partie de la core team de Ruby on Rails, s'occuper des performances. Et il a voulu justement créer un Ruby un peu plus performant. Donc, mais pour cela, il s'est dit, bah tiens, en gros, si on faisait tourner quelque chose qui ressemble un peu à Ruby sur la BIM. Donc les premiers commits ont été effectués en 2011, la V1 est sortie en 2014, et en gros, ça marche pas mal parce que c'est utilisé par Pinterest qui annonce pouvoir gérer 30 000 événements secondes sur ces machines BIM tournant sur Elixir, et aussi, entre autres, Discord qui annonce pouvoir gérer 11 millions d'utilisateurs en simultané. Il y a notamment aussi Heroku qui utilise Elixir pour gérer ses process. Donc, en gros, Elixir, pour ceux d'entre vous qui connaîtraient Ruby, ça ressemble à ça et ça ressemble beaucoup à Ruby. Pour résumer, Elixir, c'est un peu ce même, quoi. Malheureusement, Elixir, il a un petit souci, c'est que comme tous les programmes tournant à ce jour sur la machine, du moins jusque récemment sur la machine Erlang BIM, ce sont des programmes qui sont dynamiquement typés. Et donc, il y avait un développeur qui voulait un typage statique.
et pour un peu faire la loi sur la BIM. Et donc, il a créé Gleam, le nouveau shérif en BIM. Rigolez pas, ça aurait pu être le titre de la présentation. Ce développeur, c'est Luce Pilfold. Donc, c'est un Britannique. Il a travaillé avec une grande variété de langages. Et lui, ce qu'il voulait, donc, c'était un langage qui rassemblait à peu près tous les trucs qu'il aimait bien dans tous les langages avec lesquels il a travaillé. Donc, et surtout, il appréciait pouvoir coder de manière statique sur des langages typés statiquement pour la facilité de code et de pouvoir anticiper les erreurs avant le run, notamment à la compilation. C'est quelque chose qu'il appréciait énormément, qu'il a énormément apprécié chez Rust notamment. Et il a créé un monstre. Enfin, pas tout à fait. Quoique, non. Eh oui, depuis 2011, Vim compile aussi sur Node.js. Un peu monstrueux quand même. Donc, revenons à Glim. Et donc, ce que je disais, c'est Pilfold, il a travaillé avec les langages principalement Rust, et le compilateur Glim est codé en Rust, pour des raisons de performance, mais aussi Elm, Haskell et OCaml. Il a voulu reprendre ce qu'il aimait bien dans ces langages. Donc, pour typer son langage, il a utilisé donc, le typage de Inlay-Milner, qui est le typage utilisé par Rust notamment, et le pattern matching qu'on retrouve dans Haskell et dans Rust, qui sont très présents, pour justement générer une expérience de code tout à fait particulière, qui, en gros, gère les erreurs, en tout cas qui permet, en théorie, de coder sans erreur. C'est-à-dire que à partir du moment où vous arrivez à compiler votre code, il fonctionne. En plus de ça, comme il était principalement orienté sur l'expérience de code, comme il voulait coder sans se prendre la tête, il a implémenté dans sa V1, sorti en mars dernier, un debugger qui écrit des messages user-friendly. C'est une idée qui lui venait de Helm. En gros, les messages du debugger vous expliquent à vous, codeur, l'erreur et ce à quoi elle correspond, plutôt que vous mettre une stack illisible ou vous dire après, à la fin, l'erreur la plus bas niveau de votre interpréteur Python, par exemple, pour parler de vécu. Et ensuite, comme dans Go, il a repris, donc j'aurais pu mettre Go ici, il a repris en Go l'histoire de pouvoir mettre des formateurs déjà inclus dans le langage, ce qui fait qu'il y a un seul format pour coder ce langage, ce qui peut quand même faciliter le travail en groupe et la lisibilité du code pour tout le monde. Donc, comme je le disais, l'expérience de code prime dans Glim, et pour à peu près le même code qu'on a pu voir, Glim, ça donne ça. D'ailleurs, on peut voir qu'il y a ces petits opérateurs que j'aime bien, qu'il a repris aussi de Ruby, qui permettent en fait de piper les résultats dans différentes fonctions. C'est assez utile. Et en plus, ça compile en JavaScript. Imaginez bien que vous pouvez désormais faire, grâce à Glim, des applications web dans un langage typé statiquement. Le bonheur. Je suppose que désormais, une petite démo s'impose. Alors, pour la démo, on va essayer de faire un petit peu. Hop, est-ce que vous voyez correctement mon écran? Oui, on voit bien, Ismaël. On le voit bien? D'accord. Donc, Glim, là, je le ferai pas pour les besoins de la démo, mais il s'installe donc sous Linux, sous Windows et Linux assez facilement. Donc, on peut avoir les commandes Glim disponibles sous PowerShell. Grâce à un petit script d'installation. En tout cas, moi j'ai utilisé Scoop, mais vous pouvez l'utiliser avec l'installer avec Chocolaté également. C'est un peu plus compliqué pour installer toutes les librairies Erlang. C'est pour ça que le code que je vous ai montré tout de suite, j'arrive pas à le faire tourner sur Windows, qui va me manquer certaines librairies. Donc là, on est dans la démo et je crois que je l'ai là. Donc, non, l'HTTP serveur. Donc ça, c'est le code que je vous ai montré tout à l'heure. Donc, si je vais, par exemple, dans l'HTTP serveur, on va commencer par les erreurs, comme ça. On est bien, je fais un petit glim run.
Et là, il me fait le programme dans le fond. Il manque en gros le Rebar 3 et c'est assez compliqué, assez complexe à installer sur un PC sur lequel vous n'avez pas les droits administrateurs pour ceux qui ont l'habitude d'installer des VM, enfin, des programmes natifs sous Windows comprennent. Donc on va aller, peut-être pas dans démo, mais on va revenir ensemble et on va faire Glim New. C'est-à-dire que, en gros, Glim vient directement avec son installeur, son code pour installer les codes boilerplate de ces applications. Donc on peut créer directement un new project. Il va nous dire en fait c'est des projects. Si j'arrive à les faire correctement et faire un Glim test, des tests pour faire tourner le premier test qui va nous dire que ça passe bien. Alors ne faites pas attention à tous ces messages. En gros, c'est sur les dernières versions de Glim, il y a énormément de librairies dont le code est déprécié. Je crois que c'est depuis, on doit être à 1.6 et je crois que c'est depuis 1.3 que c'est déjà comme ça en gros. Parce que bon, on le verra dans les petits désavantages de Glim, c'est un langage qui est quand même maintenu par une communauté, c'est pas encore un truc tout à fait pro. Donc là, on a déjà notre application et donc on va pouvoir directement aller, hop, on va fermer ça, dans le projet Glim et là, on a notre Hello World. Donc si on fait un Glim run, on va avoir Hello from project. Donc, vous voyez cette syntaxe, ça ressemble pas mal en gros à du Rust. Donc, et ça utilise du pattern matching comme dans Rust. Donc, si on veut faire par exemple une petite fonction, par exemple un add, c'est pas toujours, mais on va faire un factoriel. Hop. Pas de bêtises, je me méfie quand même de Copilot parce que pour ceux qui étaient là à Rennes pour une petite talk sur l'IA, il a tendance à me faire des migrations de saumon. Donc ensuite, on va faire case n. Donc case, c'est le mot-clé en fait qui est très utile dans ce langage. C'est ça qui lance en gros le pattern matching. Donc on va avoir différents levels. Donc là, ça a l'air d'être à peu près bon ce que me donne Copilot. Donc si c'est 0, on renvoie 1 en factoriel. Ça me va. Et donc là, je mets l'underscore. L'underscore, c'est entre guillemets un any. C'est-à-dire que là, il va prendre tous les paramètres qu'on lui donne dans son case. Et si tous les autres paramètres autres que 0 sont donnés, en gros, il va lancer l'exécution de la fonction. Donc là, vous noterez que j'implémente donc ce programme de manière récursive. Donc pourquoi? Parce que Erlang et la plupart des programmes tournant sur la BIM n'implémentent pas de gestion de boucle. L'itération est gérée systématiquement récursivement. C'est pour des raisons natives à la BIM. Je ne les explique pas ici, parce que je ne maîtrise pas forcément les raisons théoriques pour lesquelles c'est le cas. Mais par contre, ça permet, en tout cas, la BIM est optimisée pour gérer justement les problèmes de mémoire liés à l'appel aux trop grosses récursions. Donc là, on va vouloir imprimer notre factoriel. Donc on va pouvoir faire factoriel 5, ça me paraît pas mal. Donc on va, comme je l'ai montré tout à l'heure, le piper dans un print. Ah, je crois qu'on va avoir une petite erreur. Allez, on se lance. Println. Print. Je n'allais pas avoir tout print, il le prend. Ah, il l'a enlevé, je crois. Oui, c'est ça. IO.println. Ouais. Comme c'est statique, on va pouvoir tester le message d'erreur. On va faire factoriel
On va pas piper directement. Hop. IO. N. Hop, qu'est-ce qu'il vaut variable. Factoriel, c'est mieux quand c'est bien écrit. On va faire un petit limon. Et donc là, on va avoir un petit message d'erreur. Ça tombe bien, je peux remonter. Donc, comme je vous l'expliquais, l'expérience utilisateur prime. Et là, non seulement il me met là où ça plante, mais il me dit pourquoi ça plante. Et en gros, ça n'accepte pas les arguments en pipe. Pourquoi? Parce que je pense que comme c'est du IO, ça doit être plus ou moins statique. Et en gros, on est sur un langage fonctionnel. Donc la fonction est portée par la librairie input-output. Elle n'est pas portée par mon code. En gros, si je voudrais imprimer le factoriel en utilisant, il faudrait que en pipant d'une fonction, il faudrait que j'écrive une autre fonction. On va faire print factoriel. On va lui passer n. On va lui passer n. Et on va faire appeler print ln n. On peut, c'est vrai que je ne peux pas proprement, mais je vais pouvoir typer en int n, et il n'aime pas ça, il va pas aimer ça parce qu'il va falloir appeler int.toString n. Est-ce qu'il m'a, bon, il m'a apporté donc c'est bien, j'ai l'extension, comme vous voyez, sur Visual Studio Code, j'ai l'extension Glim que j'ai installée ici. Là. Elle doit être quelque part ici. Voilà. Et donc c'est celle-là qui me permet au moins de gérer mes imports automatiquement. Et elle est déjà existante. Elle a été livrée, je crois, avec la V1 ou peu de temps après. Donc là, sur mon mail, on va pouvoir faire. J'ai tout effacé, je me le demande. Factoriel. Et on va pouvoir le typer dans une factorielle. Merci. Copilot. Je triche, j'utilise Copilot. Vimrun. Hop, il compile. S'il ne fait pas d'erreur à la compilation, ça va marcher. Et voilà, donc le factoriel de 5, 120 est imprimé sur l'écran. Que rajouter de plus? Qu'est-ce que je peux rajouter de plus? J'aurais pu faire effectivement on peut peut-être aussi montrer, peut-être pour faire par exemple une fonction qui prendrait une liste en paramètres. Liste. Et qui rentrerait. Hop. Donc pour la propreté de code, comme vous voyez, on peut, je coupe un peu ma présentation, mais on peut typer les fonctions, mais le typage de LLM peut donc inférer en temps réel le type de votre fonction, donc vous n'avez pas forcément besoin de le faire. Donc là, pareil, on va reprendre un pattern matching. On va lui demander de nous retourner le double pour chacun des éléments de cette liste. Donc si la liste est vide, on peut faire tiens, on va faire quelque chose. On peut par exemple faire ça. On va lui prendre, comme je l'ai montré tout à l'heure, un ENI. Et s'il a un ENI, il va nous renvoyer en gros 2 petits tirets, comme ceci. En gros, j'ai rien. On peut mettre un rouge avec. Ben, je vais vous montrer tout à l'heure. Et donc ensuite, on va prendre la liste. On va prendre aide. Bon, voilà. On connaît maintenant tail. Alors c'est marrant, ce qui m'a proposé 3 petits points là-dessus, c'est-à-dire qu'il confond avec JavaScript. Et donc forcément, voilà, on va renvoyer celui-là par 2, et donc le reste,
de la liste. Comme ça, est-ce que ça marche comme ça? Je suis plus sûr, plus trop sûr. De manière récursive, on va lui transmettre donc le reste de la liste. Et liste, on va plutôt tail. Hop, comme ça, avec les deux petits points, il me fait mon énumération de ma liste et il va me renvoyer ça. Si j'essaie de faire un run là-dessus, il fonctionne. Ah oui, c'est normal, la fonction n'est pas appelée. Le gros malin. On va l'appeler. Avant de l'imprimer, on va l'appeler. Par exemple, très bien, merci Copilot. On va un peu plus vite. Et là, il va me dire I was not expecting this. C'est normal, on est en premier lieu. Par exemple, on veut faire une liste vide. Sinon, c'est juste moi qui ai mal pelé en fait. Ça doit faire autre chose, effectivement. Voilà. Ça marche pas. C'est une virgule, tout simplement, non? Je me souviens plus qu'il faut mettre aide. Virgule. Une liste vide. Et là, ouais, c'est exactement ce que je voulais. Donc là, le compilateur me renvoie une erreur. Pourquoi? Parce que, comme il le dit, le pattern matching présente une clause qui ne peut pas être atteinte. En gros, comme je lui passe un any avant, je lui passe n'importe quelle valeur, il renvoie une liste vide. Et donc là, le compilateur mène en me disant, attendez, vous avez écrit n'importe quoi. Votre code ne s'exécutera pas comme vous l'ouvrez. Ça, c'est quelque chose que je voulais vous montrer en cette fin de démo parce que je trouve ça plutôt utile de se dire, à un moment, on a un code qui, en théorie, compile, qui mettrait pas d'erreur, et c'est nativement dans le programme, il va essayer d'interpréter les erreurs un peu grossières comme celle-ci. Donc, en gros, le ENI, c'est vraiment, vous mettez à la fin de votre pattern matching, comme ça, vous êtes sûr que toutes les autres clauses ont été utilisées et ont été faites avant. Et normalement, là, ça fonctionne. Donc là, il tourne, on n'a pas imprimé la liste. Et on peut essayer d'enlever le ENI. Normalement, alors là, il me le met directement. Voilà, l'extension Glim le détecte directement, mais il m'a dit, voilà. Il sait aussi me dire, voilà, votre fonction a un pattern qui manque. Ça veut dire que votre programme est susceptible de tomber en erreur. Et le compilateur le détecte. Et donc, il me dit, non, je ne compilerai pas parce que c'est un programme buggé. Donc c'est vraiment ce qui est vraiment appréciable sur Gimp, c'est vraiment cet état d'esprit qui veut dire quand ça compile, ça marche. Et en plus, le compilateur vous aide à faire que ça marche. Et ça, c'est assez appréciable. Bon, bah, je pense que j'en ai fini pour cette petite démo. Merci pour votre attention.